Bonjour à tous. Tout de suite de la vidéo précédente, on avait parlé prédicat, assertion, etc. Et cette fois-ci, on va donc parler de quantificateur. Alors, je vais le marquer. Quantificateur. Il en existe deux types. Enfin, en tout cas, c'est les premiers qu'on voit. C'est le quantificateur universel et existentiel. Donc, soit AX, un prédicat. Donc, un prédicat, on a vu la dernière vidéo, ça dépend d'une variable. C'est une phrase qui dépend d'une variable. Définit AX, un prédicat à une variable X, définie sur E. Donc E, c'est-à-dire un ensemble. C'est-à-dire tel que pour tout élément x0 appartenant à E, l'écriture à x0 soit une assertion. C'est-à-dire que ça le vérifie à chaque fois. On peut alors construire la cession pour tout x appartenant à E à x. Je vais marquer ce que je vois à l'heure actuelle. Donc, c'est-à-dire que on a A de x, un prédicat. A de x est un prédicat et x est une variable définie sur E. Pour tout élément... donc en fait, c'est pas que la variable qui est définie sur E, en tout cas comme je le comprends, soit AX, un prédicat à une variable X définie sur E. Effectivement, c'est défini I, c'est pas défini IE. C'est-à-dire que il est défini avec certains X. Donc en gros, ça veut dire que pour tout élément x0 appartenant à E, A de x0 est une assertion. Donc en gros, ça veut dire que pour x0 vérifie, comme on a vu tout à l'heure que une assertion ne dépendait pas d'une variable. Et donc on va à partir de là, pouvoir écrire pour tout x. Donc là, pour le A inversé, c'est pour tout x appartenant à E, A de x. Donc ça veut dire que pour tout x appartenant à E, quand on met x dans le prédicat A, alors ça devient une assertion qui est vraie. Qui se lit pour tout x de E, on a A de x. Qui par définition est vrai, lorsque l'assertion A de x0 est vraie pour tout élément x0 de l'ensemble E. Ça, c'est le quantificateur universel. Alors, pas la peine de l'apprendre par cœur. De toute façon, ça rentrera au fur et à mesure, mais vous n'aurez jamais des questions du type c'est quoi un quantificateur universel? Il faut savoir ce que c'est. L'autre, ça veut vraiment dire ce que c'est. Donc là, on va s'arrêter à quantificateur universel. Donc, maintenant, si on marque comme ça le E à l'envers, c'est-à-dire que là, le E à l'envers, c'est existentiel, c'est-à-dire il existe. Alors mon prof m'avait dit, je ne sais plus quel mathématicien avait introduit ça, mais le A c'est pour alles, ça veut dire tout en allemand, et le E c'est pour existiert, donc existe en allemand. Donc là, ça se lit, il existe X appartenant à E, tel que A de X. Donc, par définition, est vrai lorsqu'il existe au moins un élément x0 de l'ensemble E
qui vérifie, enfin, vérifier, c'est pas vraiment le bon mot, mais en tout cas, pour lequel l'assertion est vraie. Et donc, ce symbole-là est le quantificateur existentiel. Donc, par exemple, l'assertion pour tout x appartenant à R, x carré plus 1 supérieur ou égal à 0. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, c'est une assertion. Pourquoi? Parce qu'on a défini l'ensemble R, et donc pour tout x appartenant à R, est-ce qu'on a bien x carré plus 1 supérieur ou égal à 0? Oui. En effet, pour tout nombre réel x0 choisi à l'intérieur de R, les règles de calcul, sur les nombres réels nous disent que x0 au carré plus 1 est supérieur ou égal à 1, et est donc positif. L'assertion, maintenant, si on prend pour tout x appartenant à R, x carré moins 1 supérieur ou égal à 0, alors là, ce n'est plus vrai. Parce qu'elle est fausse. Par exemple, si on prend x0 égale à 0, et ben on a 0 au carré qui fait 0, moins 1 qui fait moins 1. Moins 1 est pas supérieur à 0, donc c'est une assertion fausse. Comme on sait que ça prend que deux valeurs. L'assertion, elle est fausse. Maintenant, si on prend cette fois-ci l'assertion suivante, il existe x appartenant à R, tel que x carré moins 1 est supérieur ou égal à 0. Comme il existe au moins 1, par exemple, si on trouve, à partir du moment où on trouve 1 qui vérifie, et ben alors c'est bon, on peut dire que on a au moins 1 qui vérifie, donc l'assertion est vraie. Donc, est-ce qu'on en connaît un? Ben oui, par exemple, si on prend 1, x 1 au carré moins 1, ça fait 1 moins 1, ça fait 0. 0 est bien supérieur ou égal à 0. Là, pour la suite, on a deux petits exercices. Hop, que je vais mettre ici. Tac. Tac et tac. Alors, mince. Que nous dit ceci? Alors, que pensez-vous de il existe x appartenant au réel, tel que x carré plus 1 égale à 0? C'est une assertion, pour le coup, qui est un petit peu fausse, parce que si on fait x carré plus 1 égale 0, ça veut dire que x carré égale moins 1, et donc on a x qui est égal à racine de moins 1. Plus ou moins, normal. Bon, il y a un problème, parce qu'on sait très bien que la racine, elle n'est pas définie là. Donc, on va dire que c'est une assertion je vais même l'écrire en rouge. Je vais mettre cette assertion est fausse. Bon, on va voir ce qu'on nous dit à propos de cette assertion. On nous dit que comme on sait que l'équation x carré plus 1 n'a aucune solution sur R, il existe x appartenant à R tel que x carré plus 1 égale à 0 est une assertion fausse. Donc c'est bien ce qu'on a dit. C'est juste. Maintenant, si on retourne là où on était, qu'on prend l'exercice 3,
Hop là. Que pensez-vous de il existe x appartenant à C tel que x carré plus 1 égale 0? Voilà, pour le coup, on sait que x égale i, vérifie. Voilà, là c'est la grande question. On va regarder ensemble. Je ne sais juste plus écrire, mais à part ça, pas de souci. Bon, sans parler du français, x égale i vérifie parce qu'on a i au carré qui vaut moins 1 plus 1 égale 0. Oui, c'est bien E. On sait que x vérifie x carré plus 1 égale 0. Et donc, cette assertion est vraie. Qu'est-ce qu'on nous dit à propos de cette assertion, enfin de cet exercice en termes de corriger? Comme l'équation x est carré plus 1 égale 0 possède au moins une solution sur C, le nombre complexe i par exemple, on en déduit qu'il existe x appartenant à C tel que x carré plus 1 égale 0 est une assertion vraie. Dire que cette assertion est vraie signifie que l'équation x carré plus 1 possède au moins une solution sur C, mais ne donne aucune autre information. Si on veut utiliser une solution de cette équation, il faut introduire grâce à une phrase du type soit x0 une solution complexe de l'équation x carré plus 1 égale 0, soit du type prenons x0 un complexe vérifiant x0 carré plus 1 égale 0. Bon. Notre réponse, la correction qu'ils fournissent répond à plus que la question demandée, donc on va dire que c'est tout bon. Donc on va continuer. Donc malgré les apparences, pour tout x appartenant à E, A de x ne dépend d'aucun x. La lettre x figurant dans l'exemple pour tout x i, pour tout x appartenant à E, A de x, le x qui figure ici, en fait, c'est pas... elle a le statut de variable muette. Donc, en gros, elle pourrait aussi être écrite y appartient E, A de y. Ou encore, pour tout z, etc. Sans en modifier le sens. Bon, on est bien d'accord que, voilà, là, le x n'avait aucune espèce de signification, et c'est la même chose pour il existe x appartenant à E. Bref. Voilà. Elle affirme qu'il existe au moins un élément x, mais on aurait pu très bien l'appeler c, etc. On traite quelques exemples. Donc, avec f, une fonction de R dans R, l'assertion pour tout x appartenant au réel f de x supérieur ou égal à 0, qui pourrait tout aussi bien s'écrire pour tout t appartenant à R, f de t supérieur ou égal à 0, fonction f est positive. L'assertion pour tout x appartenant. L'assertion pour tout x appartenant au réel f de x qui
supérieur ou égal à 0, qui pourrait tout aussi bien s'écrire pour tout t. Bon, ok, traduit la fonction f est positive. Bon. Ok. L'assertion il existe x appartenant à R tel que f de x0, f de x est égal à 0 se traduit par la fonction s'annule. Dans aucune de ces phrases en français, il n'y a le moindre trace du mot x. C'est pour ça que, en fait, x, x, il est là pour indiquer. En fait, il n'a pas de sens en soi. Donc, quand on a une conclusion du type pour tout x appartenant à E a de x, pour démontrer une assertion de ce type, on commence la plupart du temps par fixer un élément quelconque x de E avec lequel on doit alors travailler pour démontrer que l'assertion a de x est vraie. Une telle démonstration doit commencer par soit x un élément de E ou encore soit x appartenant à E. On va faire un petit récapitulatif qu'on posera comme question. Donc, méthode pour démontrer une assertion du type pour tout x appartenant à E a de x. Pour démontrer une assertion de ce type, on commence la plupart du temps par fixer un élément quelconque x de E. On fixe un élément x quelconque de E. Je suis en train de me rendre compte que je suis au mauvais format depuis tout à l'heure. Bon. Qu'est-ce que je fais? Bon, on peut rester comme ça. C'est pas grave. Donc, une telle démonstration doit commencer par soit x un élément de E. A priori, en fait, c'est pas vraiment un point de méthode. C'est pas vraiment une méthode pour comment résoudre. C'est plus ce qu'on doit faire. Donc en fait, c'est même pas de la méthode, c'est une sorte de convention, c'est-à-dire qu'on doit toujours préciser. Un prof insisterait beaucoup là-dessus. Il faut toujours préciser qu'on utilise tel ou tel objet. Pour démontrer une assertion avec, à la place du pour tout, comment ça s'appelle, du quantificateur universel, un quantificateur existentiel, il faut construire un élément. Donc, voilà. Bon. En gros, c'est la différence. Donc, je ne pense pas que ce soit nécessaire de l'apprendre parce que ça ne voudra pas dire grand-chose et on ne le retrouvera pas forcément comme ceci. Mais en tout cas, ce qui est important de se rendre compte, c'est que quand on a un pour tout, on choisit un élément qui est dans E et on va démontrer un élément quelconque et on va démontrer qu'il appartient, qu'il vérifie à X.
Et dans le cas où il existe, alors là, on va prendre, on va le construire cet élément. C'est-à-dire qu'on ne va pas choisir au hasard, on ne va pas choisir comme si c'était un cas général, on va justement chercher un élément qui, condition par condition, vérifie ce qu'on est en train de dire. Donc, par exemple, soit la fonction de R dans R, définie par f de x égale à x carré plus x plus 1. Démonstration de l'assertion pour tout x appartenant à R f de x supérieur à 0. Donc là, comment on fait? On va justement prendre la forme canonique. Et donc, on a que f de x égale à x plus 1 demi carré plus 3 quarts. Bon, ça, c'est bien la forme canonique. Là, ça va corriger la règle du truc, mais on aura sans doute des possibilités plus tard où on va galérer sur ce genre de truc parce qu'on n'aura pas reconnu que ça, c'est un truc qu'on a vu en première. Et donc là, en l'occurrence, il s'agit bel et bien, comme je vous le disais, de la forme canonique. Et donc là, on a x plus alpha tout au carré. Et normalement, comment ça se passe? 2a moins a sur 2b, c'est une bonne question. Alors normalement, j'ai la réponse sous la main. C'est pas ça, 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 c'est pas ça. Bon, pas très grave. Si je cherche forme canonique polynôme, qu'est-ce qu'on me dit? C'est A moins alpha. Voilà. Je me disais bien qu'il y avait un moins quelque part, plus bêta avec alpha. Mais là, c'est bizarre un petit peu ce qu'ils nous ont fait. Parce que du coup, pourquoi on a moins alpha alors que la fonction est strictement positive? Alors que alpha, on sait que notre alpha, c'est la position de notre courbe à notre maximum. Donc, est-ce que... Moi, je pense que ça devrait être un moins. On va demander à une aide extérieure. Pourquoi n'est-ce pas moins un demi? Alors, que nous disait-il? Fonction, on peut s'écrire oui. Oui, en fait, il utilise... Alors, lui, ce qu'il dit, c'est que il s'agit d'un polynôme du second degré. Bon, ça, on avait remarqué. Démontrer que f de x est toujours strictement positif pour toute valeur x, ok. Technique utilisée, mise sous forme canonique. Donc ça, c'est bon, on l'avait. X carré peut s'écrire, on factorise. Ok. Pour tout x, pour f de x, 1, b, ok. Pourquoi on n'utilise pas moins alpha? C'est donc... Ah voilà, c'est ça. C'est que alpha, c'est égal à moins b sur 2a. Ça me permettra de me souvenir pour la prochaine fois, au moins. Bon.
on va continuer, parce qu'il faut la retrouver. Je pense que c'est la priorité absolue. Il faut retrouver ce qu'on utilise. Bon, au moins, on a appris quelque chose. C'est peut-être nécessaire de l'avoir, mais bon. Et pour l'assertion, il existe x appartenant à R tel que f de x supérieur à 2. En prenant x égale à 1, on a f de x égale à 3. Par suite, on a prouvé qu'il existe. Ok, donc là, on l'a construit, c'est-à-dire qu'on a remarqué que si on prend 1, par exemple, c'est bien supérieur à 2. On aurait pu prendre, si on avait pris des valeurs, si on prend... si on prend 0, ben, c'est sûr que ça ne marche pas. On prend 1, on voit que ça marche, donc on prend 1 et ça nous suffit pour montrer qu'il en existe au moins un, x0, qui vérifie ces conditions-là. On a un nouveau point méthode qui nous dit que quand on a une hypothèse du type pour tout x appartenant à E a de x, si l'on sait que pour tout x appartenant à E a de x est vrai, alors on peut évidemment utiliser ax avec n'importe quel élément x appartenant à E. Mais la plupart du temps, il suffit de choisir un bon élément, un élément judicieux dépendant du but que l'on veut atteindre. Bon, ok, je pense que dans les exemples, ça va un peu plus éclairer cette vision-là. Point méthode, quand on a une hypothèse du type il existe, cette fois-ci, si l'on sait qu'il existe x appartenant à E de x, à E à x vrai, alors on peut prendre un élément x appartenant à E tel que a de x soit vrai, mais il est indispensable d'introduire un tel élément par une phrase du type prenons x appartenant à E tel que a de x. Ok, donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on doit démontrer qu'il y a un il existe et qu'on sait qu'il y en a un qui est vrai, alors doit préciser que celui-là n'est pas pris au hasard, on doit préciser que celui-là vérifie à x. Il faut alors faire un avec cet élément qui nous est donné, offert, et l'on ne peut pas, sans justification supplémentaire, lui approprier d'autres propriétés. C'est-à-dire que si on lui approprie qu'il vérifie, enfin, que a de x vrai, alors on ne peut pas, sans avoir rien proposé de plus, de supplémentaire, d'avoir rien stipulé de supplémentaire, on ne peut rien ajouter en fait. Donc on nous donne quelques exemples. Donc les exemples donnés sont, étant donné deux réels a et b, on considère ici la fonction f. Et je pense que si on reprend là l'histoire de la forme canonique, je pense que c'est fait pour nous faire réviser juste. Et puis si jamais on n'est pas prêt, je retournerai m'entraîner sur les cours de plus bas niveau et jusqu'à ce que ça marche. Donc f dans R, de R dans R, défini pour tout x réel par f de x égale à x carré plus b. Montrons que si l'on a pour tout x appartenant à R, f de x égale 0, alors on a a égale b égale 0. Donc là, c'est un pour tout. Pour tout x. Ok. Donc on est bien sur un pour tout x, et donc la matinée. Montrons que si pour tout x appartenant à R, alors moi je mets une virgule parce que j'ai l'habitude, mais eux ils mettent juste un espace pour le tel que, alors A égale B égale 0. Supposons donc pour tout x appartenant au réel, ax carré plus bx égale 0. Supposons, donc là, ok, et là on va broder à partir de ça. Donc en utilisant cette hypothèse avec x égale 0, on obtient b égale 0. Donc déjà, ça, mince, j'écris pas le bon truc.
Super. En 0, f de 0 égale b, moins b. Non, égale b. Enfin, en tout cas, f de 0 égale à b égale à 0. Donc ça veut dire que b égale 0. Puis en utilisant alors l'hypothèse avec x égale à 1, on obtient que a égale 0. En 1, f de 1 égale à 0, du coup, encore, du coup, on a a fois 1 au carré égale 0, a égale 0. Bon, ok. Remarque, parmi l'infinité des valeurs possibles pour x, on n'en a utilisé que 2, mais cela suffit pour établir ce que l'on voulait. Okay. Bon, je vais répéter ce qu'ils avaient dit à la remarque. Si l'on sait que pour tout x appartenant à E, a de x est vrai, alors on peut évidemment utiliser a de x avec n'importe quel élément x appartenant à E, mais la plupart du temps, il suffit de choisir un bon élément, un élément judicieux dépendant du but que l'on veut atteindre. Voilà, on suppose... Attends, nouvel exemple, qui va être du même type, mais sans doute avec il existe. Parmi oui, on suppose A différent de 0, B différent de 0. Montrons que si l'on a il existe, donc en tant qu'assertion, j'imagine, est-ce qu'on est toujours... Oui, on est toujours dans ax carré plus b. Ok. Donc, avec s de x qui renvoie à x carré plus b. Alors, les réels a et b vérifient ab inférieur à 0. Alors, comment on va démontrer ça? Par hypothèse on peut trouver un réel x tel que ax carré plus b égale 0. Donc, ça veut dire que là, on va estimer, parce que sinon l'exercice n'aurait pas de sens, que si, effectivement, enfin, ce qu'on nous dit, que si l'on a f de x égale 0, donc en fait, on s'en fout que ce soit vrai ou faux. C'est juste que nous, on se place dans des conditions où c'est vrai. Prenons un tel x, on va prendre un x pour lequel on a ax carré plus b égale 0. Donc, b différent de 0. On a x différent de 0. Pourquoi on a x différent de 0? Parce que b est non nul. Donc a multiplié par x, bon, c'est-à-dire que aucun n'est nul. Égale 0. Voilà. Et donc, x carré supérieur à 0. On a alors AB égale à moins AX carré
supérieur strict. On a alors AB qui est égal à A moins AX carré. Alors, pourquoi on a ça? Pourquoi on a ça? Ok, parce que si on passe B de l'autre côté de l'égalité, on a moins B qui est égal à AX carré, donc B égale à moins AX carré. Et donc ça nous fait... Ok, donc la démonstration est une petite masterclass. Du coup, on a moins AX carré. Bon. On en déduit AB inférieur à 0. Alors, oui, je ne sais pas si j'avais bien précisé la consigne. Non, je l'avais pas précisé, je l'ai pas écrit. Mais en tout cas, on peut remarquer que voilà, AB inférieur à 0, le produit. Parce qu'il peut y en avoir un positif, l'autre négatif. Et même, c'est l'obligation. Parce que si les deux sont négatifs, il y a un problème. Si les deux positifs, il y a un problème aussi. Donc, le nombre réel x fourni par l'hypothèse il existe x de nombre réel est de x, étant a priori quelconque, nous avons dû justifier x différent de 0 pour pouvoir utiliser la relation x carré supérieur à 0, qui était bien précisée. Donc, il faut alors faire de cet élément qui nous est donné, et on ne peut pas, sans justification supplémentaire, lui approprier d'autres propriétés. Alors, petit exercice encore. Hop là. J'essaierai de faire en sorte que la vidéo se termine au bout de 50 minutes pour faire sur les deux vidéos un temps total de 2 heures. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, on va déjà soit A et B, deux entiers naturels. On suppose qu'il existe x appartenant au naturel tel que A égale bx. Et il existe x appartenant n tel que... Bon. Ça veut dire qu'on a les deux A égale bx. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai envie de m'y prendre. B égale à ax. Si on remplace dans un petit système, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que A égale à AX carré. Oui, mais non, parce que c'est pas vrai tout le temps, donc c'est pas forcément le même x. Donc, a priori, ça c'est absolument faux de marquer ça. Donc, il existe A qui est égal à bx. A égale bx et il existe x appartenant au naturel tel que b égale à x. Alors, on va simplement reprendre la méthode qui nous était donnée quand avec un il existe est vrai. Alors, on peut prendre un élément x appartenant à E tel que ax soit vrai. Mais il est indispensable d'introduire un tel élément. Donc, on va prendre un x qui vérifie ça.
Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Alors, comment on faisait avant? C'est un naturel. Ça, alors, montrer que A égale à B. C'est partout. Là, on dit que ça, c'est vérifié quand x égale à 1. Bon, alors, est-ce qu'on peut dire que... Ah, mais voilà, si je sais. Je sais ce qu'on doit faire, en tout cas à mon avis. Donc, on dit, il existe x', on va commencer par x plutôt, appartenant à n, tel que a égale bx. Mais en même temps, il existe x' appartenant à n, tel que b égale à x'. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que donc là, on considère qu'ils sont bien différents. C'est pour ça que je les ai appelés différemment. Et du coup, si on fait notre système, donc on a a bx, b égale a x'. Et du coup, là, on peut remplacer... J'ai un peu peur d'utiliser ces notations, mais a égale a x prime x. Et là, on recopie juste. Donc, x' multiplié par x égale à 1. Ok. Ok. Est-ce que... Alors, ok, mais imaginons qu'on prend x' égale... Je vais passer en noir. Imaginons, on se met au bruit. X' égale à 1 tiers et x égale à 3. Ils sont bien différents. Ils sont bien différents. Bon. Où c'est que ça nous emmène, ça? Les exercices sont... Bon, on est au 4e exercice, mais il faut déjà réfléchir. Ça annonce la couleur. Alors, il y a une remarque, mais je ne vais pas l'utiliser. On va essayer de creuser les méninges. Donc, si on prend bien que les deux x là, ils sont différents. Si les deux x sont égaux, si x égale x', il n'y a pas de souci. Si on brode encore un peu plus. C'est pas où ça nous emmène. On teste A égale... Si vous êtes en train de faire un malaise vagal parce que ce que vous voyez est horrible, je vous déconseille de passer votre chemin
et voilà, d'aller voir ailleurs et de faire des maths à plus haut niveau simplement. Je bloque là-dessus et j'en suis fier. Donc là, si on rechange comme ça ne mène à rien. Là, on peut marquer que bon, on va laisser cette ligne-là. On va s'attaquer à l'autre. B égale à x', x'. Ok. Allez, 48, je regarde la correction. Et 46, 36. C'est un naturel. Ah bah voilà. En fait, c'est... Là, ça, c'est possible que dans les réels. C'est pas possible dans les naturels. Donc, x' comme x' appartiennent... mince. J'arrête pas de faire cette erreur-là. C'est un couple de n. X égale x' égale 1. Parce que dans... parce que si x i x différent de 1, alors on a x' qui est égal à 1 sur x. Et donc là, vous pouvez prendre n'importe quelle valeur. N'importe quelle valeur. Bon, on est dans n, donc ça peut pas être négatif, bien évidemment. Mais si vous prenez n'importe quelle valeur de x, bah en fait, vous n'êtes plus dans les réels. Donc, x égale à x' égale à 1. Et donc, à partir de là, on peut dire que on a A égale à B et B égale à A. Bon, je vais regarder vite fait si c'est ça, et puis on ira plus loin la prochaine fois. Alors, exercice 4. L'assertion « il existe x » est vraie. On n'est pas à l'exercice 4, non. Ah si. Est vrai. Prenons donc x1 tel que b égale x1. On peut même le prendre un x2 appartenant à n tel que b égale à x2. Bon, c'est très bien, ils ont fait la même chose que nous. On en déduit immédiatement que a égale a x2, x1. Si a égale 0, alors la relation b a x2 donne b égale 0, donc a égale b. Sinon, on peut simplifier par a, ce qui donne 1 égale x2, x1. Oui, ça c'est plutôt ce qu'on a fait. Comme x1 et x2 sont entiers naturels, on en déduit que x1 égale x2 égale à 1. Donc a égale b. Par suite, on a a égale b. Bon, bah du coup, on va encadrer le résultat. Et on va dire que c'est juste. Alors j'aimerais bien comprendre quand même leur fonctionnement. Si a égale 0, alors la relation b de ax2 donne b égale 0. Ouais, mais du coup ça nous montre que dans un seul cas. Bon.
Voilà, j'arrive à 50 minutes. Encore, on n'a pas fait grand chose, mais bon, c'est comme ça. Voilà, je vous dis à la prochaine et merci pour votre visionnage.